Donc, comme tu l'as dit, le modèle qu'on a tous appris, qui sont encore dans les bouquins de prépa physique aujourd'hui, c'est les Mhm, trois filières énergétiques. mhm, Tu as la filière ATP, phosphocréatine, mhm. qui, d'après ce modèle initial, on va dire, on va l'appeler le vieux modèle parce qu'il est plus actuel, donc Mhm, je vais l'appeler le vieux modèle. mhm, C'est ce que je vais référencer là. Cette première filière, il était dit qu'elle agissait dans les premiers instants de l'effort jusqu'à peu près 10-15 secondes. Et après, voilà, les rangées en termes de secondes, ça va dépendre de quel bouquin vous lisez. Mais en gros, on a une filière qui s'active instantanément dès le début d'un effort, qui produit énormément d'ATP, donc d'énergie pour le corps, qui nous permet de fournir un effort de très très haute intensité dès le départ. mhm. Et après, cette filière, elle va arrêter de travailler assez rapidement pour laisser place à la deuxième filière qui prend le relais, qui est la filière lactique, si on veut l'appeler comme ça, Mhm, et donc qui est la glycolyse, en fait, qui est l'oxydation des sucres. mhm. Et cette filière-là produit un petit peu moins d'énergie de manière absolue que celle d'avant, mais sur une durée un petit peu plus prolongée. Et finalement, on a la troisième filière qui vient un peu plus tard, la filière aérobie, comme tu l'as dit, qui travaille avec l'oxygène Mhm. et qui vient plus tard dans l'effort, à peu près 90 secondes, jusqu'à 2, 3, 10 heures, 20 heures, suivant les événements que quelqu'un va faire. Et c'est cette filière-là qui va prendre le dessus à ce moment-là et qui va pouvoir fournir l'énergie pour les efforts à partir de ce moment-là. Donc on a ces trois filières. Dans ce vieux modèle, elles sont séquencées dans le temps. Et en fait, il s'avère que, alors ces trois filières existent. Ok, elles existent. Et oui, la filière, si on veut l'appeler la phosphocréatine, en isolation, elle fonctionne sans oxygène. Et la filière de la glycolyse, Glycolyse. pareil. Mais techniquement, elles travaillent, si on veut imager ça un petit peu, plutôt que de travailler l'une après l'autre, dans le temps, elles travaillent en série. Elles sont toutes mises bout à bout, si on veut, et Mhm, elles travaillent toutes ensemble, instantanément. Et suivant la recherche qu'on a vue plus récemment, et encore une fois, on en revient aux outils de mesure qu'on a pour se faire une idée de ce qui se passe au niveau cellulaire. mhm, Et au niveau moléculaire, il s'avère qu'on pensait que il s'avère que par exemple la phosphocréatine, on en produit et on en utilise 40 fois plus que ce qu'on pensait avant. Pourquoi? Simplement, on n'avait pas des outils de mesure assez précis pour dire combien on en utilisait tout de suite ou d'un instant à l'autre. Et donc, il s'avère que ces trois filières sont actives en dessous de 150 millisecondes. Ces trois filières sont engagées. Donc, il y a plus d'abord c'est celle-là, ensuite c'est celle-là, puis à la fin c'est celle-là. mhm. Et ça, on le retrouve notamment sur le Moxie, un outil dont on a parlé 2-3 fois, qui est un outil qui permet de voir en temps réel la saturation en oxygène dans les capillaires du muscle. Donc, par exemple, on le met sur la cuisse et on voit en temps réel l'équilibre entre combien d'oxygène on utilise et combien d'oxygène arrive dans le muscle au travers du système cardiovasculaire. Ça a été, c'est la technologie qu'on appelle le NIRS. NIRS. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu? Ouais, Near Infrared Spectroscopy. En français, je l'ai recherché parce qu'il fallait que je le trouve. C'est la spectroscopie proche infrarouge, si je ne me trompe pas. Ok. Et en gros, c'est une lumière qui est émise par l'émetteur et qui va dans les tissus adipeux, musculaires, etc., qui revient ensuite dans les capteurs. Mhm, Le capteur et l'émetteur qui forment l'unité du MOXIE, si on veut. Et donc, la lumière rentre dans le muscle, ressort d'une certaine manière suivant le taux d'oxygénation de l'hémoglobine et de la myoglobine, en sachant que l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, mhm, ok, et la myoglobine, c'est celle c'est la protéine qui est, elle, fixe dans le muscle en lui-même et qui fait un petit peu l'entre-deux, si on veut parler un petit peu vulgairement, entre l'hémoglobine et ensuite l'utilisation de l'oxygène au niveau cellulaire. Et donc, suivant si ces deux molécules de transport, on peut appeler des taxis si on veut, mhm. suivant si le taxi est plein ou pas, il va réfracter la lumière d'une manière différente. On peut dire qu'il va avoir une différente couleur. Mhm. D'accord? Et donc, suivant la couleur qui est reflétée et donc retransmise dans le capteur, au travers d'un algorithme très très compliqué, on arrive à calculer, enfin pas moi, hein, c'est des ingénieurs qui ont fait ça, Mhm. ils se sont grattés la tête et ils ont réussi à déterminer comment faire ça. Et On moi qui arrive, pensais que je galérais, putain. on arrive à déterminer l'équilibre entre l'apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène. Et ce qu'on voit avec ces technologies, c'est que dès le premier instant de l'effort, le taux d'oxygène tombe.
Ce qui veut dire que l'oxygène est utilisé instantanément. Il n'y a pas de 40 secondes ou 1 minute 30 où il n'y a pas d'oxygène. C'est instantané, c'est tout de suite. Et je pense que c'est, à mon avis, je suis peut-être la meilleure personne placée pour le dire, mais les gens en font un trop gros deal dans le sens où tout ce qui change, c'est le modèle de physiologie qui est sous-jacent aux méthodes d'entraînement qu'on utilise déjà. Quand on fait des répétitions de sprint, par exemple, on sait qu'on va travailler sur 6 à 7 secondes, peut-être 10 secondes, et après on va se reposer 2 minutes derrière. Okay, donc ça, c'est un protocole qu'avant on disait, voilà, on va faire des intervalles anaérobie à lactique. On peut simplement dire qu'on fait des sprints, où on fait des efforts de très haute intensité, de manière intermittente. C'est une anecdote, moi. Je sais pas, je dis ça comme ça. C'était une anecdote, et voilà. Et je sais que t'aimes bien. Moi, les petits pics ici et là, vous connaissez K-Swiss. Et donc, en gros, on a beaucoup de méthodes d'entraînement qui fonctionnent toutes très bien pour la plupart et avec la plupart ou avec certaines populations. Et on a un modèle physiologique sous-jacent qui était faux, qui maintenant a été corrigé. Ça ne veut pas dire que celui-là est vrai, ça veut juste dire que c'est le mieux qu'on ait pu trouver avec les outils de mesure qu'on a à disposition actuellement. Ça veut dire que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce nouveau modèle, entre guillemets, sera certainement mis en porte-à-faux ou démontré comme étant pas exact, du fait qu'on aura d'autres technologies ou d'autres connaissances qui nous permettront de voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Donc le nouveau modèle, entre guillemets, c'est pas la vérité, c'est le mieux qu'on puisse trouver avec les outils du moment. Et ça colle avec tout ce qu'on voit de manière anecdotique aussi. On voit que, par exemple, on sait que, comme je l'ai dit avant, quelqu'un qui est débutant, qui a pas beaucoup fait d'activité physique, va grandement bénéficier de faire des intervalles sur un airbike, par exemple, pour augmenter sa capacité à utiliser l'oxygène au niveau du muscle. Par contre, pour un athlète qui est très très développé au niveau physiologique, au niveau physique, qui a beaucoup d'années d'entraînement, ces intervalles-là, je ne dis pas qu'ils sont plus utiles, mais ils ne l'aideront pas nécessairement à mieux utiliser l'oxygène vu qu'il l'utilise déjà très très bien. Peut-être que pour cet athlète-là, c'est plus important au niveau neurologique, au niveau système nerveux, au niveau rendu nerveux absolu, que là, ça peut être important de faire ces choses-là. Et donc, je pense que ce nouveau modèle, entre guillemets, il n'amène pas nécessairement... Il vient pas casser quoi que ce soit en termes de méthode de travail. Ça, c'est une chose que j'ai vue et des questions que j'ai eues pas mal sur la vidéo justement que j'ai fait, la présentation que tu as mentionnée sur les filières énergétiques. C'est que juste parce que la physiologie sous-jacente n'est pas ce qu'on croyait l'être, ça ne veut pas dire que nos méthodes de travail en tant que coach, elles doivent changer du jour au lendemain ou qu'elles sont plus adaptées. Peut-être que maintenant, encore une fois, il y a des meilleures questions à se poser. Est-ce qu'un protocole de basse intensité qui vise à augmenter le rendu cardiaque, par exemple, cardiac output protocols, est-ce que ça va bénéficier quelqu'un qui n'est pas limité par son système cardiaque, potentiellement au niveau nerveux, comme tu l'as dit, pour peut-être rabaisser un petit peu cette tension, mais au niveau cardiaque proprement dit, si ce n'est pas un système limitant pour cette personne, on peut débattre de l'utilité de ce protocole d'entraînement.